Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Comment ne pas parler de Trudeau? Comment ne pas parler de nos parlementaires canadiens? Frank, c'est une vraie crise de honte. Sérieux, là, on l'a échappé. On a vraiment échappé. Ah, écoute, quand j'ai vu ça passer, ça m'a fait capoter ben raide. On y reviendra un peu plus tard dans la partie du sujet principal. Euh, Écoute, c'est un auditeur qui m'a envoyé cet article-là. Ça m'a fait rire. Je pense qu'on va le passer comme victime du jour. C'est dans le journal La Presse. OK. Euh, Surprise. Ouais, comment on appelait ça? C'était le blog étudiant, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui appelait ça le journal intime. Je pense que c'est encore mieux, là. C'est devenu ce journal-là, tu sais, La Presse, moi, je me souviens d'avoir lu ça durant le temps des Carrés Rouges. Tu avais Foglia qui écrivait encore dans Ouais. La Presse. Tu avais des grosses pointures, pareil, là. Tu sais, je te dis pas que ces gens-là, c'était des intellectuels que tu mets dans Ouais. une page Wikipédia qui ont écrit 40 livres. Tu sais, Non, c'était mais pas Claude Thomas Piché, Sowell, André là. Pratt, Claude Piché, Oui, André c'est ça. Pratt, Alain Dubuc, là, tu sais, je veux dire, Ouais, puis c'était même, pas des c'était petits même, snowflakes, là. ouais, puis c'était même des gars que tu lisais, puis tu disais, ben, mettons, je suis pas d'accord avec ce qui a été écrit, ou tu sais, je trouve qu'il est un peu à côté de la plaque, mais c'était intelligent ce qui était écrit. Tu sais, c'était un point de vue, tu disais, OK, si quelqu'un, mettons, est pas d'accord avec comment moi je pense, c'est probablement comme ça que c'est articulé à peu près dans sa tête. Puis c'était logique, c'était à peu près cohérent. Tu sais, il y a beaucoup de billets de Foglia qui m'avaient quand même assez marqué à Il y avait l'époque. Mais Mario Roy qui depuis, était bon aussi. Mario Roy, je pense aussi, ouais. Puis dans le temps, ben, tu avais Régent Tremblay, évidemment, qui écrivait pour la presse. Tu sais, Puis, Patrick Lagacé, à cette époque-là, il avait l'air d'un lightweight. ben, Tu c'est sais, ça, c'est qu'aujourd'hui, le grosse pointure, là, c'est Isabelle Haché, hein, puis Patrick Lagacé. Mais tu sais, mettons que je te disais que Isabelle Haché, c'est la même personne que Karine Gagnon, tu serais-tu surpris, hein? ah non, c'est le même style, c'est Ben, moi, pareil. mais moi, mais ça, c'était une constatation l'autre fois, ça m'a pété aux yeux. J'étais comme, je t'en prends plein de cette gang-là. Mettons, je te disais que Michel COG, c'est la même personne qu'Antoine Robitaille. Tu Ouais, je suis pourrais le d'accord. croire aussi, là. Ouais, je suis d'accord. Il en sont comme plusieurs chroniqueurs comme ça, puis c'est comme la même personne. Tu lis le texte, puis t'es comme, ok, comme l'autre fois, je lisais la patente de Philippe Vincent Foisy, puis là, j'étais là. Mettons que tu me dis que Patrick Lagacé écrit ce texte-là, je le croirais. Tu changes le nom, tu t'enlèves Journal de Montréal, tu marques La Presse, je le croirais. C'est le même contenu, le même genre d'arguments, les mêmes détours intellectuels avec, tu le sais que ça va aboutir à Poilievre, Duhem, l'extrême droite américaine. C'est tout le temps. Mettons que je te disais que. C'est des lightweight, eux autres, en plus. Ils sont pas Oh oui. sharp, là. Ils sont pas sharp, là. Tu sais, à la limite, je me dis, Émilie Nicolas a écrit beaucoup de niaiseries, mais elle a un style à elle. Ouais. Il n'y a pas d'autres personnes que je fais comme Ah, on dirait que c'est Émilie Nicolas qui a écrit le texte. Mais C'est peut-être mieux de même, remarque. non, c'est ça, c'est mieux de même. Mais tu sais, mettons, genre, il y a au moins une dizaine de chroniqueurs et chroniqueuses que je me dis, ça pourrait être toute la même personne qui écrit le texte, puis j'en serais aucunement surpris. Écoute, bref, la presse, autrefois grand journal, nous explique ce matin qu'un raton laveur sème l'émoi au centre-ville de Québec. Ben Ceux qui l'ont vu disent qu'il est énorme et rusé comme un renard et affamé. Un raton laveur sème l'émoi dans les ruelles de Limoilou, où il voyons. s'attaque aux poulaillers urbains la nuit. Ah. Laissant, Les poulaillers urbains. Voyons. laissant derrière lui une traînée de plumes et bien des questions. C'était pas Marie-Claude Lortie qui tripait bien gros ses poulaillers urbains, Je- justement? oui, je pense que oui. Ben, tu vas regarder, c'est peut-être elle qui écrit. Peut-être que elle et Gabriel qui écrit ce texte-là sont la même personne. Il est, par- il est parti avec une des poules et je ne l'ai jamais retrouvé. J'ai juste retrouvé ses plumes par terre. Raconte le cœur en miettes, Gaël d'Amestoy. La Non, mais résidente attends un de. peu, là, attends un peu.
Dans l'histoire de l'humanité, là, il y a combien d'agriculteurs qui se sont fait chopper une poule sur leur terre agricole, puis on n'a pas écrit de texte dans la presse pour ça? Ben, là, plusieurs. Là. C'est arrivé plusieurs fois. Là. Voyons, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi quand une poule est urbaine, c'est un drame quand elle se fait voler par un raton laveur? Tu sais, quand on parle des différences entre comment on Hey, appelle il me ça, les semble de ruraux voir. et les urbains, c'est que n'importe qui dans une communauté rurale, en campagne quelque part, il y a un problème de même. Il y a une solution qui passe dans la tête du fermier, c'est comment je fais pour buter cet animal-là qui s'en prend à mon bétail. Que ce soit un loup, que ce soit peu importe ce que ça peut être. C'est pas d'appeler le journal local? Mais non, ça Hey, il me semble d'avoir ça, man. Quand j'étais petit cul, j'ouvrais mon info dimanche, les nouvelles du Témiscouata, Bas-Saint-Laurent. Puis il me semble d'avoir un article de ouais, le fermier Jean a un problème, il s'est fait voler une poule par un raton laveur. Voyons, calvaire. Ouais, puis ça, c'est probablement les gens qui ont des poulaillers urbains, c'est probablement des gens qui se disent dans leur tête mais là, franchement, qui a besoin de ça, un arme à feu? Ben, je sais pas, peut-être des gens qui élèvent du bétail. La résidente de, la résidente de Québec élève des poules en ville comme des milliers de Québécois. Hey, ils sont 15, arrête. Là. Hey, les poules en ville, man. Je Là, connais ils sont littéralement. 15 tatas à faire ça. Là. Arrêtez-moi ça. Là. La popularité de cette pratique a explosé dans les dernières années. Plus d'une soixantaine de municipalités permettent maintenant l'élevage de poules pondeuses. Ces nouvelles habitantes des villes n'ont pas seulement capté l'attention enjouée des enfants du voisinage. Les ratons laveurs ont eux aussi remarqué leur arrivée en ville. Non, mais là. Non, mais attends un peu. Je vais terminer avec le statement de la fille de Limoilou parce que Il y a juste un Montréalais qui se demande pourquoi on rit, j'ai l'impression. Là. les poules se sont défendues. Il les a griffées et mordues. Elles sont traumatisées. On ne les entend plus. Elles se cachent. Des psychologues pour les poules! Certaines sont amochées. Elles essaient de se remettre de leurs blessures. Ça me fait quelque chose. Gaëlle, résidente de Limoilou. Pourquoi je suis pas surpris qu'elle s'appelle Gaëlle? Écoute. Hey, man. Hey, mais. Come on, là. Come on, là. Vous voulez élever des trucs en ville. Là. Et... Vous allez vivre avec les conséquences, les amis. Là. C'est de même ça marche. Là. C'est carrément de même que ça marche. Là. Oh my God, man. Ça a été un raid retour de lire ce genre d'affaires-là. Ça me sort de la tête, man. Comment tu peux être tellement urbain pour venir qu'à dire des affaires de même? Je veux dire, même les gens qui vivent en ville ont déjà plus de vécu que ça. Là. Je veux dire, le monde de la ville de Québec, ils ont déjà sorti un peu. Là. Je veux dire, ils savent ça ressemble à quoi une ferme. Ils savent ça ressemble à quoi une terre agricole. Je peux pas croire. Là. Ben là, la plupart des gens, je veux dire, regarde, c'est le temps des pommes. Là. La plupart des gens vont aller dans toutes les fermes un peu partout, là, dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches, tout ça. Là. C'est à la côte de Beaupré, l'île d'Orléans, sur un peu partout dans le coin. Un peu partout dans le coin de Saint-Nicolas, jusqu'en Beauce, il y a des vergers, il y en a partout. Ben, n'importe qui est déjà allé dans ces places-là, souvent, c'est pas loin il y a une fermette avec ça, où il y a des animaux, il y a du bétail. Vous voyez bien à quoi ça ressemble la vie là-dessus. Là. Hey, il s'en fait-tu du noir, by the way, sur ces fermes-là? Hey, moi, je me rappelle d'avoir été à une place un moment donné, t'avais le gars dans le parking là, qui comptait sa liasse de billets. Là. Et là, moi, je dis à ma blonde, j'arrive, j'ai dit, lui, c'est sûr qu'il déclare tout ça en revenu. C'est sûr à 100%. Oui, oui. Ben oui, c'est sûr que c'est tout déclaré, ça. Écoute, on n'a pas le choix de revenir là-dessus. Ça a été... Je vais vous le dire bien franchement, là. Je vais vous présenter la vidéo en question. Ben, regarde, commençons par ça. Voyons la vidéo gênante en question. Zelensky's speech received at least a dozen standing ovations. There was also one for this man, a 98-year-old Ukrainian Canadian who fought for Ukrainian independence against the Russians during the Second World War. OK. Ça, là,
c'est ce qui s'est passé au Parlement pendant la visite de Zelensky. Donc, Zelensky qui fait encore son genre de World Tour. Là. C'est comme le gars est comme la Bono. grande quête. La grande quête. Ben là, il s'est fait dire par le gars au Congrès, McCarthy, là, le président, le gars qui a remplacé la madame qui a de la misère avec son dentier, là, a été remplacé par un républicain, vu que c'est le contrôle du Congrès a été repris par les républicains. Et McCarthy rejects Zelensky request to address Congress during visit. Donc, il voulait encore faire un genre de tournée, là, puis là, finalement, ils ont dit oh, sais-tu quoi, regarde, on va passer notre tour cette fois-là. Officiellement, la raison, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Mais bon, on ne prendra pas un vieux singe à faire la grimace. Là. On s'entend-tu que si c'était politiquement payant, il y aurait le temps, il aurait torsé tout le monde puis il l'aurait fait venir. Il y aurait beaucoup de temps pour lui. Il y aurait beaucoup, beaucoup de temps. Et Trudeau, lui, il a toujours du temps pour que Zelensky vienne se faire sécher les dents au Parlement. Ben, le pire dans tout ça, c'est que je comprends un peu la stratégie parce que, tu sais, même moi, là, j'essaie un peu de tweeter là-dessus parce que je trouve que les montants qu'on donne à l'Ukraine sont disproportionnés, honnêtement. Puis, ça n'a pas de sens. Surtout que je déteste qu'on leur donne du cash. Pourquoi je déteste ça? C'est que c'est un pays corrompu. C'est un pays que l'argent se rend pas où ce que vous pensez qu'elle va se rendre. C'est des autocrates pareils. Puis ça, by the way, c'est pareil comme les Russes. L'Ukraine et la Russie, c'est deux pays qui se ressemblent beaucoup de manière démocratique et de manière que c'est géré. Tu sais, je veux dire, est-ce que, admettons qu'il y aurait un événement de... Il n'y a pas de guerre en Ukraine, évidemment, donc les Russes sont encore neutres là, par rapport à nous autres. Là. Puis il y aurait un gros événement climatique qui arrive qui fait en sorte qu'ils sont dans la merde pour de vrai. Est-ce que vous donneriez vraiment de l'argent à la Russie dans un contexte où est-ce que c'est un pays hyper corrompu puis que les oligarques s'en mettent plein les poches? Ben non, pas vraiment. C'est pas quelque chose que tu aurais le goût de faire. Ben, c'est la même chose avec les Ukrainiens. C'est le même genre de système politique. Là. C'est hyper corrompu. Il y a des oligarques qui s'en mettent plein les poches puis Zelensky s'en met plein les poches aussi. Fait que, maintenant, t'es là, tu veux juste soulever ça. Hey, t'es un pro-russe. Non, Chris, c'est pas ça que je dis. Tu sais, on dirait que le sujet est tellement sensible, puis il est tellement divisif, puis il sert tellement la cause des activistes militants qu'on attend juste que tu dises de quoi un peu en défaveur de l'Ukraine pour aller sacrer une étiquette dans le front. Pour dire, hey, toi, là, t'es une personne non respectable. Ben, puis la stratégie libérale, c'est évident que c'est elle. C'est-à-dire qu'on pourra peut-être en reparler plus tard, les libéraux ont leur pire sondage en 10 ans. La dernière fois où les libéraux ont été avaient les scores qu'ils ont présentement dans les sondages, on était en 2013. Et à l'époque, Stephen Harper était encore premier ministre du Canada. On pensait même que le NPD avait des chances de le remplacer. Heureusement, ça ne s'est pas vérifié. C'était avant le lichage de bottes de Radio-Canada. Absolument. Donc là, eux autres, ils ont toujours quelques stratégies. Il y a un playbook libéral. Je suis sûr, quelque part, tu vas dans un bureau, il y a un genre de livre, tu sais, dans un truc en verre, là, que tu peux regarder, puis il est comme protégé par il y a une clé. Il y a comme de la boucane qui sort. Puis c'est un livre, ça s'appelle Liberal Playbook. Donc là, il y a le chapitre 1, avortement. Ouais. Ça t'explique comment, quand vous êtes face à quelqu'un qui ne partage pas vos idées, vous dites qu'il veut empêcher les femmes d'avoir accès à l'avortement et vous détruisez sa carrière politique. Puis là, il y a exemple numéro 1, Andrew Scheer, exemple numéro 2. Puis ça, c'est comme ça. Là, avec Poilievre, ça ne marche pas vraiment parce que le gars, c'est personnellement un pro-choix, puis il ne parle pas de jamais de ça, puis il s'en sac. T'sais. Fait que là, tu passes au deuxième chapitre. Deuxième chapitre, c'est traiter tout le monde d'extrême droite. Ça, bon, OK, ça fonctionne un peu, mais pas tant que ça, parce qu'il essaye avec Poilievre, même avec le média à Abbott, en disant, genre, on se rappelez le truc, là, Poilievre fait du dog whistle à l'extrême droite, etc. Mais ça ne marche pas, il est encore premier dans les sondages. Fait que là, dans tout ça, c'est qu'on avait l'impression pendant un temps que les libéraux voyaient des nazis partout. Là. Ben oui, exactement. Je m'en viens là. Et la dernière, là, on passe une couple de chapitres, il y en a un dernier. Ça s'appelle Se coller sur l'étoile d'un autre. Ou piner ton trailer sur la locomotive de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très payant politiquement. Donc, tu te pines après le trailer de Zelensky, qui est un peu un genre d'étoile politique mondiale. Tout le monde est en pamoison devant lui, le petit truc kaki, le héros de guerre, etc. Bon, vous avez compris l'idée. Et qu'est-ce qu'ils font avec ça? C'est qu'ils forcent les oppositions. Es-tu en train de dire qu'il y a de la propagande des deux côtés dans une guerre?
Ah, je sais pas. Mais avec cette stratégie-là, tu es d'accord avec moi là-dessus, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se posent dans une position où ils forcent les oppositions pour se distinguer à eux. La seule manière que tu peux te distinguer de Trudeau par rapport à l'Ukraine, ça serait de dire, ouais, je pense que c'est un peu trop. Et qu'est-ce qui va arriver si les oppositions font ça? Pro-russe, salaud, etc. Donc, C'est la même affaire que les antivax. Là. C'est la Ben, même méthode, c'est le même playbook. Là. c'est la même affaire. Et là, qu'est-ce que font les oppositions? Ils renchérissent, ils applaudissent, ils font la même affaire parce que Dans le temps personne ne veut être des dans le vaccins, rôle du mauvais. Dans le temps des vaccins, Frank, c'est quoi qui arrivait? On était là. Ouais, attends un peu, là. Oui, les vaccins, ça a l'air bien correct, ça a l'air bien bon, mais là, vous êtes en train de les forcer aux Canadiens. On veut pas aller là. T'es un anti-vax. Calvaire, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit que les vaccins, c'était de la merde. J'ai dit que c'était pas. On n'était pas au point qu'il faut les forcer. Mais t'es un anti-vax. Ben là, c'est la même affaire avec l'Ukraine. Là, tu dis, ouais. Tu commence à être temps qu'on mette de la nuance un peu dans notre discours. Là. Ça fait plus qu'un an que ça roule. C'est une guerre qui va durer 10 ans. Tout le monde a compris ça. Là. Êtes-vous surpris que je dise quelque chose comme ça? Tu sais, juste hier, j'arrive, je dis, OK, là, on a 9 milliards, quasiment 10 milliards de mis là-dedans. C'est le prix d'un tramway, by the way. Ouais. On a mis un tramway dans la guerre en Ukraine. Là, on est au point que, OK, ben, moi, j'ai fait un sondage sur Twitter hier. Ça va prendre combien de tramways pour la guerre en Ukraine? C'est à partir de quel moment on va commencer à dire, ouais, c'est peut-être un peu trop d'argent? C'est-tu 10 milliards? C'est-tu 20 milliards? C'est-tu 30 milliards? C'est-tu 40 milliards? C'est quand est-ce que ça arrive, ce point-là? Est-ce que ça arrive un jour? Parce que s'il n'y en a pas de point, si c'est jamais assez pour l'Ukraine, on peut-tu accuser Trudeau de donner juste 600 millions à ce moment-là dans la dernière tranche? Pourquoi il ne donne pas 2 milliards? Il paraît que c'est si important que ça. Il paraît que cet argent-là va faire une différence dans la guerre en Ukraine. Alors, si c'est si important que ça, pourquoi qu'on ne s'embarque pas ouvertement dans le conflit? Ben, on ne veut pas y aller, by the way. Là. Ben non, tout le monde a comprend que ça va compris péter de partout si on y va. Ben oui, mais pourquoi? Si c'est si important que ça, puis l'appui est indéfectible, c'est ci, puis c'est ça, pourquoi qu'ils restent là puis qu'ils font juste donner de l'argent? C'est une guerre de proxy, cette affaire-là. La guerre est entre les pays de l'OTAN et la Russie, mais c'est l'Ukraine qui le fait à notre place. C'est l'Ukraine qui se fait détruire son pays. Et éventuellement, c'est quoi qui a starté le bal? C'est qu'on voulait annexer l'Ukraine dans l'OTAN. C'était ça la game. Là. À un moment donné, là, c'est quand est-ce qu'ils vont s'asseoir, les deux clowns, puis qu'ils vont négocier? Là? Ah, parce que inévitablement, Ça va finir avec une négo. Là. un jour, ça sera ça. Je sais pas quand, ça risque d'être long. Ça sera peut-être même plus Poutine et Zelensky qui vont être là quand ça va arriver. Mais un jour, après la guerre, vient la paix. Ou en tout cas, l'histoire nous dit qu'il y a des grosses chances que ce soit pas Poutine qui va être là quand ça va se régler. Là. Mais à un moment, mais il y a une chose qui est sûre. Ça va finir dans une salle de conférence à quelque part avec les deux qui se parlent. Ouais, puis qui signent un traité de paix, puis qu'éventuellement, il va y avoir eu des négociations. Là. Ouais, puis la question que tu dis, là, la question que tu poses, c'est une vraie question à se poser. Là. C'est-à-dire que s'il y a un pourcentage de chance, je ne sais pas il est de combien, mais il n'est pas de zéro, il y a un pourcentage de chance que cette guerre-là soit finisse comme le conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire une guerre sans fin. Et puis on ne veut pas ça. Là. Et si ça arrive, ce qui est bien parti pour être, est-ce qu'on s'engage dans une voie où on garoche de l'argent jusqu'à l'infini là-dedans? Non. Parce que si, mettons, on faisait la même chose avec les Palestiniens, là, ça veut dire que depuis que je serai au monde, moi, chaque année, on envoie 1 milliard, 2 milliards, 4 milliards à ce pays. Ça fait rendu un poste budgétaire. Là. C'est sur le bord d'être ça là, avec l'Ukraine. Quand tu vas être le nouveau budget, c'est à santé, éducation, environnement, Ukraine. Ça marche pas, ça, là? Ben non, ça marche pas. Puis là, tu sais, je veux dire, c'est pas très mature de se faire traiter de pro-russe à toutes les fois qu'on soulève la question. Parce que c'est des questions qui sont légitimes. Si demain matin, il n'y a plus aucun soutien de l'Occident envers l'Ukraine, OK? Qu'est-ce qui arrive? Les Russes ont un sacré avantage. Qu'est-ce qui arrive? La table de négociation est dépliée puis les deux se parlent. Demain matin. Bon, est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on est rendu là dans le conflit? Mais est-ce que vous croyez réellement que les Russes vont perdre la guerre? Voyons, ça n'arrive pas. Puis c'est pas une belle guerre. Là. Vous allez dire, ouais, mais il n'y en a pas des belles guerres. Oui, il y a peu. Là. Il y a des guerres de précision, d'une certaine façon. Tu sais, quand les Américains sont en guerre à quelque part, ils utilisent des armes
précises pour faire tomber des dirigeants puis essayer de limiter les casualties dans la population civile. Ouais, là, Les c'est une Russes guerre et à les l'ancienne, Ukrainiens. là. Non, Ah non, c'est les ça. Russes et les Ukrainiens ne sont pas là. C'est Non, ce non, qu'on c'est appelle ça. une guerre de tranchées, là. Exact. C'est vraiment une boucherie, cette affaire-là. Non, non, c'est une boucherie. Et parlant à l'ancienne et de boucherie, pour revenir à cette histoire-là, le monsieur qui était applaudi et qui a reçu un standing ovation de la part de tous les députés présents, hey, c'est en train de faire le tour du monde, cette affaire-là. Littéralement le tour du monde. Assez qu'au début, moi, j'y ai pas cru. Tu sais, j'ai écrit dans notre conversation de groupe, je dis, Il c'est y pas avait vrai, juste cette des affaire-là. sites louches. Il y avait Ben, juste au des début, sites louches. c'était que genre des True North puis des affaires de même. Puis je pense qu'originellement, la nouvelle vient de Sputnik, qui est un organe de nouvelles russes / propagande. Fait que là, moi, quand j'ai vu ça, je me disais, ah, c'est pas vrai, ce truc-là. Tu sais, ça me faisait penser à la fois que les gens disaient que le juge de la commission Rouleau, c'était comme un ami, c'était comme le mari de l'oncle, le mari de la tante à Trudeau, de quoi de C'était une même, fausseté, là. ce qui était une fake news. Mais ça s'est avéré finalement vrai, cette histoire-là. Et ça fait le tour du monde, entre autres par ce monsieur-là ici qui est un Chief White House Correspondent at Today's News Africa in Washington. Et lui, voici ce qu'il nous montre. Donc, le monsieur qui était applaudi, Yaroslav Unka, un monsieur de 98 ans, un immigrant de l'Ukraine et qui a été introduit par le président de la Chambre, Anthony Rota, as a Ukrainian-Canadian war veteran during the Second World War who fought for Ukrainian independence against the Russian, and a Ukraine hero and a Canadian hero. Donc, ils l'ont présenté comme un héros. Et ça, là, c'était facile à trouver. Là. En googlant le bonhomme, on trouvait des photos de lui avec la croix gammée dessus, habillé en habit de nazi, avec son uniforme du 14e régiment SS. SS. Et ça, là, bon, faisons un mini-cours d'histoire. Là. C'était facile. Pourquoi je dis que ces gens-là, ce sont des imbéciles? Là? Soit ce sont des menteurs, soit ce sont des imbéciles. Entre les deux, il n'y a pas d'option possible. Donc, soit ils mentent et ils savaient que ce monsieur-là, c'est un ancien fasciste, ce qui fait d'eux donc des menteurs, soit ils ne le savent pas, ce qui fait d'eux des parfaits imbéciles, parce que n'importe qui a fait un cours d'histoire, ne serait-ce que secondaire 2, sait très bien la chose suivante. L'Ukraine était une province, parlons en termes québécois pour que tout le monde se comprenne, donc était une province de l'Union soviétique de 1922, si ma mémoire est bonne, jusqu'à 1991, quand le Gorbatchev met la clé dans la porte, où c'est redevenu un pays indépendant. Mais donc, dans cette période-là, c'est un satellite de l'Union soviétique. Donc, si vous présentez un monsieur qui vous nous dit, hey, lui, là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il se battait contre les Russes, ça ne peut que vouloir dire qu'il avait rejoint le camp de l'Axe, donc des nazis. Parce que si il se battait dans l'armée officielle, il se battait avec les Russes, puisque c'était son pays. Vous comprenez, là, je prends un peu des raccourcis, mais je le mets en termes pour que tout le monde comprenne. Donc, c'est pas tous les Ukrainiens qui combattaient à cette époque-là qui étaient des nazis. Par contre, ceux qui combattaient contre les Russes en étaient. C'est pas compliqué. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis et les Russes ont passé un deal au début. Ça s'appelle le pacte germano-soviétique. L'idée, c'était qu'on ne s'agresse pas. Les Russes ne voulaient pas embarquer dans la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands voulaient s'assurer d'avoir les Russes loin. Puis les Russes, en faisant ce deal-là avec les Allemands, ils s'assuraient que les Japonais les fassent pas trop chier dans le coin de la mer ou la Chine parce que, bon, les Russes avaient une visée sur la Chine, etc. Donc, c'était un moyen d'essayer de calmer l'influence des Japonais en se disant, si je fais un deal avec Hitler, lui, il va dire aux Japonais, ben là, moi, j'ai un deal avec le monsieur qui a une grosse moustache. Fait que, attaque-les pas, Chris, moi, j'ai un deal avec eux autres. Et ce qui est arrivé, c'est que Hitler, en 1941, a scrappé le deal avec ce qu'on appelle l'opération Barbarossa, c'est-à-dire qu'il a commencé à envahir l'Union soviétique en se disant, je vais me rendre jusqu'à Stalingrad et je vais prendre possession des territoires. Et c'est là, à ce moment-là, qu'ils ont commencé à créer la 14e division, dans laquelle ce monsieur-là a servi, qui s'appelle la division Galicie. Et cette division-là, a été officiellement inaugurée en avril 1943. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que les nazis, à un moment donné, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus compliqué
que ce qu'ils pensaient prendre la Russie. En fait, ils en étaient incapables. Et pour essayer de le faire, ils ont commencé à recruter dans leur division des gens d'un peu partout. Donc, ils l'ont essayé en Pologne, ils l'ont essayé partout. Et en Ukraine, ça a particulièrement bien marché. Il y a 80 000 Ukrainiens qui se sont portés volontaires. Oui, parce qu'eux autres subissaient quand même beaucoup de famine de la autres, part des Soviétiques à cette époque-là. Donc, tu avais une partie des gens qui voulaient se... C'est sûr que tu peux toujours le regarder avec la rétrospective et te dire, ben là, c'est du monde qui voulait se venger, que leur pays était annexé de force par OK, fine. Mais ils ont quand même rejoint un régiment SS et ce régiment-là, il est coupable de plusieurs crimes de guerre. Là. Entre autres, il y a un village polonais qui a été rasé au complet. Là. Un village de 1000 personnes, que des gens ont été exécutés, des femmes décapitées, tout ce que tu veux. Et ça a été fait par ce régiment-là. Et ce qui a amené, moi, j'en revenais pas quand j'ai vu ça, ce qui a amené plusieurs groupes, entre autres, ça c'est sorti sur CTV News, le président de la Chambre, Anthony Ranta, s'excuse après avoir invité au Parlement un homme qui s'est battu pour les nazis. Et là, on nous parle de toutes les organisations de la communauté juive canadienne, entre autres le centre là, de l'Holocauste, le Simon Wiesenthal, qui nous dit, ils ont publié dimanche un communiqué affirmant que, que cette division était responsable du massacre de civils innocents avec un niveau de brutalité et de méchanceté inimaginable. Des excuses sont dues à tous les survivants de l'Holocauste et vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui ont combattu les nazis. Une explication doit être fournie sur la façon dont cet individu est rentré dans les salles sacrées du Parlement canadien et a reçu la reconnaissance du président de la Chambre et d'un standing ovation, a-t-il communiqué. Et l'imbécile de la président de la Chambre lui répond, ben, on ne savait pas c'était qui. Mais vous ne saviez pas c'était qui. Vous faites venir des gens au Parlement, vous lui faites des ovations, mais vous ne savez pas c'est qui. Je pense que oui, ils font ça souvent. Là. Je veux pas être plate. Là. Ouais, mais c'est lui qui l'a invité. Moi, je pense que c'est un héros de la Deuxième Guerre, ce gars-là. Ça va. Parce que, tu sais, la réalité, c'est la suivante. On pourrait penser que c'est juste, mettons, les libéraux qui se sont levés pour applaudir. C'est pas le cas, là. C'est l'ensemble des parlementaires canadiens qui s'est levé pour ovationner ce monsieur-là. Là. Ça veut dire que oui, les conservateurs se sont levés. Ça veut dire que oui, les NPD se sont levés. Puis ça veut dire que les bloquistes se sont levés aussi. Là. Il n'y a personne qui est resté assis sur sa chaise. Non, c'est ça. Il n'y a personne qui est resté, effectivement, il n'y a personne qui est resté assis sur sa chaise. Là, je voyais la réponse de Poilievre qui disait « On apprend aujourd'hui que le vétéran en question qui a été honoré aurait été rencontré personnellement par Justin Trudeau. Les libéraux ont ensuite fait en sorte que cet ancien combattant nazi soit reconnu à la Chambre des communes lors de la visite du président ukrainien. Il s'agit d'une erreur, Aucun parlementaire autre que lui n'a eu l'occasion de vérifier le passé de cette personne avant qu'elle ne soit présentée et honorée à la Chambre des communes. Sans avertissement ni contexte, il est impossible pour tout parlementaire présent dans la salle autre que M. Trudeau d'être au courant de ce sombre passé. » On comprend, là? Mais c'est qui essaie de faire rentrer ce gars-là? Il y a quelqu'un quelque part qui a dit qu'il faudrait honorer ce monsieur-là. Là. C'est qui cette personne-là qui a fait ça? Ah non, c'est... Non, mais je veux dire, c'était quoi l'objectif? Qui a pensé à quelque part que c'était une bonne idée? Là? Et quand ils ont applaudi ce monsieur-là, là, Zelensky a levé le poing dans les airs pour le saluer. Lui, si les parlementaires... les parlementaires canadiens sont trop imbéciles pour le savoir, il y a une chose qui est sûre, c'est que lui sait très bien, en tant que président de l'Ukraine, que s'il y a quelqu'un qui est ukrainien, qui s'est battu contre les Russes durant la Deuxième Guerre, il sait très bien dans quel régiment il était. Là. Oui. À moins que ce gars-là, ce soit borderline, un déficient mental, ce que je ne penserais pas. Parce que, je veux dire, c'est impossible de ne pas savoir ça. Il y a quelqu'un, mais même à ça, tu te dis, crime, mettons, tu arrives, tu es là, moi, j'essaie de comprendre souvent en politique, c'était quoi la stratégie derrière ça. Il y a tout le temps une stratégie politique à quelque part. Il y a tout le temps quelqu'un qui pense qu'on va essayer de gagner des votes de cette façon-là. Ben, mettons que Chrystia Freeland, qui a des descendances ukrainiennes, mettons que Chrystia Freeland pense que ça, c'est une bonne idée. Comment que Chrystia Freeland fait pour penser que c'est une bonne idée? As-tu vu le bâton de marde qu'on est pogné un matin avec? Ah non, il n'y a personne qui pense que ça a été une bonne idée. Là. Fait que même si Justin Trudeau, je veux dire, oui, il est niais, c'est barre, là, mais je veux dire, il a toujours bien pas présenté ce gars-là
au Parlement en pensant que ça allait lui donner des votes. Même, tu sais, la diaspora ukrainienne, là, es-tu contente de voir ce qui se passe aujourd'hui? Ben, je penserais pas, là. Et tu as l'organisation, une des organisations juives canadiennes qui écrit sur son compte Twitter, ceux dont je parlais tantôt, Friends of Simon Wiesenthal Center, ils disent It appealed that Canada's parliament gave a standing ovation to a Ukrainian veteran who served in the Nazi military during the Second World War, implicated in the mass murder of Jews and others. An apology and explanation is on. Et dans les commentaires, tu as des gens qui commentent, là, et il y en a un premier en haut qui est le gars est un avocat, président d'un institut de défense de droit de pas tant de choses, et il commente en dessous This man should be arrested and tried for crimes against humanity. Et le gars a reçu un standing ovation de la part du Parlement canadien. C'est. Écoutez. C'est une bonne leçon pour les députés. Avez-vous fini votre cirque de vous lever à tout bout de champ pour honorer des gens que vous connaissez même pas c'est quoi qu'ils ont fait? Hey, oui, bravo, bravo. C'est qui lui? Encore lisse. Bravo, bravo. Voyez bien que c'est ridicule. Ça veut dire que quand quelqu'un reçoit une médaille, tu sais, la médaille de l'Assemblée nationale, pas tant de choses. Là. Tout le monde ne check même pas c'est quoi qu'ils ont fait. Hey, chose, elle se lime les ongles, elle se lime. Ah, c'est qui ça? Mais là, c'est quoi la prochaine étape? On va apprendre qu'ils n'ont honoré un, mais la personne était, genre, a fait de la prison pour des affaires vraiment graves, puis tout, là. C'est complètement... Puis, écoute, le monsieur de la Chambre là, qui l'a présenté, c'est le président de la Chambre des communes, by the way. Il le dit explicitement que ce gars-là a servi dans la première division. Si vous cherchez, vous le googlez, là. C'est pas compliqué, là. Il y a une page Wikipédia là-dessus, sacrément. Si vous cherchez... tu veux dire? Non, mais c'est parce que, en fait, c'est la première division ukrainienne au sein donc, c'était la 14e division au total, mais c'était la première ukrainienne. Donc, s'il y en avait eu deux, il l'aurait appelé la 2e division ukrainienne, etc. Parce qu'il est séparé par pays pour se retrouver, j'imagine, dans leurs affaires. Donc, si vous cherchez ça, là, World War II, First Ukrainian Division, vous arrivez sur la page Wikipédia. Là. La 14e division SS, entre parenthèses, Ukrainian number 1. Et là, il y a tous les petits drapeaux, puis les croix que vous voulez, puis Himmler, puis Hitler, puis toute la patente. Ça veut dire que le monsieur qui a décidé de prendre ça, soit il l'a fait consciemment, ce qui fait de lui, je ne m'autant pas dire ce que j'en pense, ou ils ont lu ça, ils ont fait ah, OK, parfait, ce qui fait d'eux autres des incultes et des imbéciles. Mais tu sais, la famille de ce monsieur-là, on s'entend, là. Des événements qui ont eu lieu, là, des décennies, là. Il s'est peut-être repenti, peut-être il doit regretter ses jets, peut-être qu'il ne regrette pas, peut-être qu'il est psychopathe ses bords. On ne connaît pas le bonhomme. On le sait pas. Comment ça, il accepte d'être honoré au Parlement? Je veux dire, mettons là, que tu as servi dans la division nazie, là, puis tu sais là, ce que tu as fait. Là. Tu sais que tu n'étais pas dans le camp des bonnes personnes. Là. On te dit qu'on veut te donner une médaille. Ton premier réflexe devrait être What the fuck? Pourquoi tu veux que j'aille au Parlement? C'est quoi ton objectif? De quoi tu penses? Regarde, tout ce que je demande dans la vie, c'est de vivre paisiblement puis d'essayer d'oublier ce qui s'est passé dans ce temps-là. Ben oui. 1, rappelez-moi-le pas. Puis 2, honorez-moi pas. Voyons, quelqu'un de normalement constitué, il refuse catégoriquement de se présenter au Parlement. Ben surtout que il y a eu, le pire là-dedans, moi, la raison pour laquelle je ne crois pas, puis on va passer au Patreon après, là, mais la raison pour laquelle je ne crois pas que ça, ce soit purement accidentel, c'est la raison suivante, c'est qu'il y a eu une commission d'enquête au Canada en 1986. Ça a été déclenché par Brian Mulroney. Et le but de cette commission-là, c'était de savoir c'était de faire l'inventaire, si vous voulez, des gens qui, après la Deuxième Guerre mondiale, se sont envenus au Canada. Donc, Parce qu'on en a beaucoup des gens de la division SS au Canada, by the way. Là. Entre 600 et 800. Ça, c'est les chiffres qui ont été révélés par, je l'ai ici, là, regarde. En 1985, Brian Mulroney, alors premier ministre du Canada, a demandé la création d'une commission royale chargée d'examiner si le Canada était devenu un refuge pour des criminels de guerre.
La commission Deschaines, donc présidée par le juge Jules Deschaines, a découvert qu'environ 600 anciens membres de la division Waffen-SS Galicia vivaient au Canada à l'époque. Mais le juge a déclaré que l'appartenance à la division ne constituait pas en soi un crime de guerre. Donc, ils n'ont pas décidé d'enfermer ce monde-là ou quoi que ce soit. Vous comprenez l'idée? Ça se peut que le gars nettoyait les latrines. C'est pas dit que c'était lui qui était au front en train de faire les actes de guerre. Là. Mais vous comprenez ce que ça veut dire. Ils ont été listés et on sait c'est qui ces gens-là. Ils ne sont pas 40 000, ils sont entre 600 et 800. Et ça, ce qui s'est passé, c'est que quand la guerre s'est terminée, la division Waffen s'est rendue, ils ont abdiqué. L'armée britannique a fait capturer à peu près 8000 personnes qui ont été envoyées au Royaume-Uni. Et de ces 8000-là, il y en a entre 6 et 800 qui ont immigré au Canada. Donc, ces gens-là sont connus, techniquement, et sont fichés. Donc, ce monsieur-là, là, pas mal certain qu'il a son identité est quelque part dans une liste au gouvernement. Caroline, que c'est pas chic ce qui s'est passé en fin de semaine. Ah non, On a c'est pas donc chic. bien échappé. On a l'air d'une gang de clowns. C'est pas chic. Ça n'a pas de bon sens. Là. Ah, Tu sais, ça- ça- minimalement, tu es d'accord avec moi, minimalement, à Rota, il faut qu'il démissionne. Là. Le président de la Chambre des communes, c'est votant chez vous, là, c'est assez. Ben, là. excuse-moi, comme justification, dire que tu le savais pas. Moi, Non, genre, c'est moi, je- débarrasse le plancher. Là. Puis pas juste démissionner comme président de la Chambre. Là. Tu démissionnes tout court. Là. Va-t'en à la maison. Là. Ta carrière politique, buddy, est finie. Là. Finie. Là. T'as plus d'affaires en politique. Là. C'est moi, excuse-moi, là, mais comme justification, dire je le savais pas, puis dans le fond, moi, je présente du monde, je sais pas c'est qui. Là. C'est vraiment pas fort. Là. Mais là, c'est Vraiment, surtout, vraiment genre, pas fort. faut surtout savoir, à un moment donné, qui est-ce qui a coordonné cet événement-là. Qui est-ce qui a dit à quelqu'un chez les libéraux que c'était une bonne idée d'honorer ce monsieur-là? Ça vient-tu des Ukrainiens? Ça vient-tu de la diaspora ukrainienne? Ça vient-tu des ministres libéraux? Ça vient-tu de Justin Trudeau direct? Je ne sais pas d'où c'est que ça vient. Mais cette idée de cabochon-là, il faudrait savoir c'est qui l'a eu. Là. C'est comme important un peu. Là. Le bureau du premier ministre canadien indique que ni le cabinet du premier ministre ni la délégation ukrainienne n'avaient été informés de l'invitation ou de la reconnaissance au Parlement du vétéran Yaroslav Unka qui aurait combattu au sein d'une escouade nazie durant la Deuxième Guerre mondiale. Il est apparu là, lui, comme Que... out of nowhere. Ouais, je savais pas. La faute à personne. Oh, et puis ça doit arriver à tous les jours, dans le fond, que quand il y a une visite d'un président étranger, il y a quelqu'un qu'on ne sait pas c'est qui, prend l'initiative d'inviter plein de monde. On ne sait pas c'est qui. Ah ouais, venez-vous-en, vous autres, on vous honore. On se lève, on vous applaudit, mais on ne sait pas vous êtes qui. All bullshit. C'est pas arrivé, ça. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a fait un mauvais coup. Là. Ben, il n'y a aucune bonne explication à ça. Il n'y en a aucune. Les Américains regardent ça, là, ce show-là, puis ils se disent on a-tu bien fait de ne pas l'accueillir, Zelensky? Et si, bon, mais. Hey, écoute, pour la partie Patreon, tu avais un truc dont tu voulais qu'on parle. Oui. Tu peux peut-être le présenter brièvement, puis on s'en va là. Oui, effectivement, c'était un texte du National Post. Je n'ai mis un mini résumé sur Twitter. L'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu la guerre culturelle qui se passe au Canada. Parce que la guerre culturelle, c'est quelque chose qui arrive des États-Unis, qu'on a importé ici, que notre bonne gauche woke a importé ici, puis là, on se bat sur... C'est tout ce qui a trait là, à wokeness, là, le virtue signaling, la cancel culture, name it, OK? Toutes ces patentes à gosses-là. Il y a vraiment un gros sondage Angus Reid qui a été fait, c'est 3000 répondants. Puis, il y a un article qui a été fait sur le sujet dans le National Post qui est super intéressant. Fait qu'on va prendre le temps de lire l'article du National Post. Puis, j'ai aussi les résultats du sondage. Fait qu'on va s'amuser à regarder un peu à quoi ça ressemble. Mais ça l'aide à... Tu sais, vous voyez un peu toute la merde qui se passe sur Twitter. Les activistes politiques sont principalement là. Ben, vous êtes capable de catégoriser les gens qui débattent sur Twitter. Débattre est un grand mot ici. Là. Un peu dans ces 5 catégories-là. Puis ça va vous donner une idée, voir comment les gens pensent de leur bord. Puis le texte est vraiment bien fait. Fait qu'on on parle de ça. Patreon.com/isénéchal. Vous avez un essai gratuit de 7 jours. Essayez-le donc. Dans les 2 dernières semaines, vous allez avoir accès à ce contenu-là si vous prenez votre essai gratuit. On a lu une recherche super pertinente sur les succès de la Suède dans la période COVID.
Parce que ça, les médias ne vous le disent pas. Hein. La Suède avait un mauvais départ au niveau de la COVID, avait des mauvais chiffres, puis tous les pays occidentaux voulaient montrer que la Suède était dans le champ. Mais la réalité, c'est que là, on a 3 ans de data. On se rend compte que la Suède a quand même bien performé sur plusieurs aspects et personne n'en parle. Ben nous, Yann et Frank, on en a parlé. Fait que sur Patreon, vous allez tout avoir ça. On se voit de l'autre côté de la clôture payante, mais vous avez 7 jours gratuits.